Pendant les 3 jours qui suivent, je ne fais plus guère que cela, soigner Elsa. Et puis aussi l'écouter et parler avec elle, à n'en plus finir. Ça fait des années que je ne parle plus guère. Josh et moi échangeons rarement plus de 10 phrases dans la journée. Et je redécouvre un plaisir oublié, celui des mots. Je raconte la mer, le ciel, le moteur qu'il faut régulièrement démonter, nettoyer, remonter, l'huile noire qui encrasse tout, les vêtements raides de sel et la nuit, les étoiles et les constellations que j'ai inventées. Je lui fais écouter de la musique, je lui lis des livres, et je change son bain comme on change des draps. Je la masse, je lui donne les poissons que nous avons pêchés dans nos filets, des poissons brillants, vivants, qui sautent frénétiquement. Je la badigeonne d'onguents cicatrisants, je lui injecte des reconstituants osseux, et les opiacés qui la plongent dans une douce béatitude, et je la regarde rêver, ses yeux gris deviennent pleins de lumière. J'ai déjà bavardé avec des dauphins, mais jamais comme cela. C'est autre chose. Il y a de la magie dans ces instants. Je n'avais jamais fait une telle rencontre, avec un être si différent. Elle me raconte son enfance dans le centre d'ingénierie génétique, en semi-liberté, les jeux à n'en plus finir, et les poursuites et les chahuts pour rire. Elle me raconte le voyage à fond de cale sur le grand bateau qui l'a emmené loin au large avec 10 compagnons, et comment ils ont découvert ensemble les hauts fonds, et les abysses si sombres, les algues violettes, la houle des jours de tempête, et toute une faune étrange et muette. Comment ils se sont séparés en petits groupes, et comment elle s'est retrouvée avec 2 amis dont elle ne peut me dire les noms, car ils n'en ont pas d'humains. Elsa a une cabine aménagée, à fond de cale, avec un fond grillagé qui laisse librement circuler l'eau, assez profond pour qu'elle puisse s'immerger totalement quand elle le souhaite. Mais nous discutons sur le pont. Je me sens un peu claustrophobe là-dessous. Il fait sombre et humide. Alors tous les jours, je l'installe dans le monte-charge et je la mets dans le baquet. Nous avons le ciel au-dessus de nous, le vent et les embruns. Elle aime cela, elle aussi. Oui, c'était bien une tournante. Elle a esquivé l'histoire pendant 3 jours, sans oser s'en approcher. Les 2 autres sont morts, maintenant j'en suis sûre. Je lui ai demandé si ses amis avaient besoin d'aide. Elle s'est raidie et m'a dit non, et elle a tourné la tête. J'ai posé ma main sur sa tête, tout doucement, sur ses yeux gris refermés. Je suis descendue, lentement. Et soudain, des profondeurs de son larynx, juste sous ma paume, est monté un chant incroyablement musical, très haut, modulé, vibrant. J'en ai tressailli dans tout mon corps, d'émotion pure. Mon autre main s'est rapprochée de la première, instinctivement. Elles se sont rejointes et j'ai étreint la base de sa tête. Son corps souple et puissant. Et le chant est monté encore plus haut, me transperçant comme un appel surhumain. Je me suis allongée contre elle, sur elle, et elle a chanté si beau, si fort, qu'il n'y avait plus rien au monde que son chant qui montait et qui m'emportait, et mon corps qui vibrait contre le sien avec sa chanson d'amour pur, si haut, si haut. Elle m'a fait monter très haut, moi aussi, si haut que j'en ai gémi puis crié avec elle, dans une incroyable explosion de jouissance enfin libérée. Tous les jours maintenant, je la masse, je la soigne, je caresse sa peau mouillée, souple et tiède. Je cherche et je découvre peu à peu les zones les plus sensibles sur son ventre clair marbré de violet,
sur son dos gris sombre, juste derrière les ailerons. Je l'étreins, j'ai toujours l'impression de ne pas la serrer assez fort. Elle est si dense, si primitive, elle doit peser plus de 100 kilos, tout en muscles et en chair compacte et puissante. Josh vient rarement sur le pont. Mais je crois qu'il a compris. Car jamais, lorsque s'élève enfin le pur chant d'Elsa, jamais il ne vient. Je lui en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Bon, Très bien. sûrement envie de Un moment d'émotion. Alors, je ne sais pas, bon, on essaie un peu de gérer le temps, mais voilà, alors quelques questions que vous auriez à poser à Sylvie Lévy. Alors moi, je veux bien dire tout de suite aussi qu'il faudrait ajouter Joël Vintrebert, Mélanie Fazi, Catherine Dufour, bientôt Laurence Suner, Oui. et qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent vraiment de la très belle science-fiction. Et qui sont présentes. Donc, Non, celle que j'ai citée juste avant, Voilà. non, mais mériterait d'être présente dans les rayonnages. D'accord. Alors, oui, alors je voulais aussi dire que l'éditeur de Madame Lenné est présent aussi, donc il peut aussi vous parler d'un peu des différents ouvrages, où vous pouvez les acquérir si vous voulez. Mais bon, je veux quand même donner la possibilité de vous poser une question, s'il y a une question dans la salle, à moins que vous voulez discuter à la mairie. Voilà. J'avais Donc, peut-être juste envie de revenir à la question des limitations dont vous avez parlé, du fameux plafond de verre. Parce que je trouve, oui, parce que je trouve qu'il rejoint bien aussi la question de la science-fiction. C'est-à-dire que finalement, on peut s'interroger sur la nature des limitations qui font qu'à un moment donné, on a le sentiment de ne pas pouvoir effectuer de progression ou prendre certaines places, et faire un lien avec la créativité qui est à l'œuvre dans la science-fiction. Quelle est notre marge de créativité par rapport à ces limitations? Notre marge d'invention d'utopie, d'invention de monde possible. Je trouve que ça interroge beaucoup par rapport à ça. Moi d'abord, je ne pense pas que nous ne puissions pas. Je pense que c'est la société qui nous bloque et absolument pas nous qui... C'est pas nous qui avons fabriqué le plafond de verre qui est au-dessus de notre tête. Et la sensation très curieuse qu'on a quand on le rencontre, c'est qu'on avait suffisamment d'élan pour monter beaucoup plus haut. Donc le plafond, il est clairement mis par la société qui est autour, et en particulier par les hommes qui ont toujours trouvé normal de travailler avec des hommes, qui a priori pensent que ça peut être plus compliqué de travailler avec des femmes. J'ai eu différents types de difficultés au cours de ma carrière. Bon, j'ai une carrière qui est quand même pas mal réussie, mais j'ai eu par exemple l'occasion de très bien m'entendre avec un président d'université qui envisageait de me faire rentrer dans l'équipe présidentielle et qui ne l'a pas fait. Et je suis à peu près sûre qu'il ne l'a pas fait parce que le fait de me faire rentrer dans l'équipe aurait peut-être pu, et Dieu sait s'il n'y avait pas lieu, laisser soupçonner le fait que nous aurions des relations intimes un peu plus... alors que, mais vraiment, mais la question... Alors là, autant je pourrais avouer un tas de choses inavouables que j'ai fait dans ma vie, mais alors là, il n'y a vraiment rien à avouer. Mais voilà, le problème n'existait pas. Mais quand même, il y aurait pu y avoir suspicion du fait que si je rentrais dans l'équipe, j'étais peut-être sa petite amie. Donc il n'a pas voulu prendre le risque. Et je ne suis pas rentrée dans l'équipe. Ça se manifeste de plein de façons, mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est plus facile de travailler avec des hommes. De toute façon, à ce niveau, ils ont toujours travaillé entre eux. J'ai été dans... Bon, je ne vous dis pas le nombre de réunions ou d'occasions que j'ai eues d'être dans des réunions où il y a en gros les pontes de la fac ou d'un certain nombre d'établissements, et où on se retrouve à 30, et sur les 30, il y a 4 femmes dans il y a 4 femmes dans la salle. Il y en a 2 qui sont secrétaires, et il y en a une, c'est la remplaçante de machin, et il n'y en a qu'une qui finalement a vraiment un rôle équivalent à celui de ses homologues. Donc
c'est pas les femmes qui peuvent pas, c'est que les hommes trouvent normal que leur interlocuteur soit un homme, parce qu'ils ont toujours travaillé comme ça. Et moi, du coup, je suis pas contre le système des quotas, parce que si on obligeait les hommes à travailler beaucoup plus souvent au même niveau de responsabilité avec des femmes, ben, ils finiraient par trouver ça plus normal, moins surprenant, ils n'auraient plus besoin de se justifier, ils finiraient bien par s'y habituer. Pour l'instant, j'ai dirigé un service important à une époque. Dans mon service, j'avais un homme qui avait le même âge que moi, qui n'était pas du tout au même niveau de compétence, enfin de responsabilité hiérarchique, de compétence si probablement, mais au même niveau hiérarchique. Eh bien, systématiquement, on avait 2 bureaux face à face, on était 5. Il y avait un homme, les gens allaient vers lui, parce que c'était forcément lui le chef. Il se trouve que c'était pas lui. Et quand les gens qui ne nous connaissaient pas et qui ne connaissaient pas le service rentraient dans le bureau, ils s'adressaient spontanément à moi comme si j'avais été secrétaire. Le nombre de fois où c'est arrivé, c'est quand même extrêmement désagréable. Bon, donc maintenant, nous femmes qui nous retrouvons dans cette situation, là où on le vit très mal, c'est qu'on sait qu'on a parfois l'occasion quand même d'assumer ses responsabilités. Moi, en l'occurrence, j'ai assumé des responsabilités importantes. On n'a pas de problème pour le faire, on n'a pas de difficulté particulière, on en est capable. Pour la science-fiction, il n'y a pas de limite à notre créativité et à ce qu'on peut inventer. Et Dieu merci, les éditeurs, et en particulier mon cher éditeur qui est juste en face, ne sont que rarement misogynes et réticents sur le fait de publier des femmes. Dans la science-fiction, je ne connais pas d'éditeurs qui seraient réticents. Malheureusement, ceux qu'ils sont le plus, c'est sans doute les lecteurs. Il y a quand même eu dans le passé pas mal de femmes qui ont